Mesdames, Messieurs, merci de nous retrouver sur Dakaractu. Ravi de vous retrouver pour ce présent numéro de votre émission Auteur qui reçoit pour ce présent numéro Mamadou Baro qui vient de publier aux éditions L'Harmattan, une jeunesse pour la relève, mais également de Diourbel et des confréries. Mamadou Baro, bonsoir. Bonsoir, ça va. J'espère que tout se passe bien. Oui, excellent. Alors, on va commencer par une jeunesse pour la relève. Est-ce un plaidoyer à l'endroit des jeunes ou une interpellation de nos chers dirigeants? Ce sont les deux à la fois, parce que dans une première partie, j'ai essayé d'introduire, d'essayer de retracer un peu une sorte d'histoire, une sorte d'historique, pour enfin aboutir à ce qu'on appelle peut-être des engagements qu'il faut prendre. Il faut d'abord donc des intelligences qu'il faudra cultiver. La première intelligence, c'est à savoir l'intelligence de s'éduquer, de s'informer, l'intelligence de soi également, mais aussi l'intelligence de son environnement, l'intelligence de sa culture, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et maintenant, à partir de ce moment-là, on pourra avoir une base solide sur laquelle, ou bien à partir de laquelle, on pourra répondre aux attentes qui sont nombreuses. Alors aujourd'hui, quelle jeunesse pour la relève? Écoutez, c'est une très bonne question. Vous savez, la jeunesse, ça doit être une jeunesse prête, une jeunesse qui doit s'armer. Parce que c'est très difficile maintenant. Il y a beaucoup de tentations, il y a le vécu quotidien qui est difficile, il y a le taux de chômage qui est élevé, d'accord? Il y a les attentes qui ne sont pas toujours satisfaites, donc vraiment il faut s'armer. Maintenant, mis à part les études qu'on peut mener quelque part, ou la formation professionnelle, ou tout ce que vous voulez qu'on peut acquérir d'autre part, il y a ce travail personnel qu'il faut à tout un chacun. Voilà, c'est fondamental. Donc, il faut se préparer, il faut savoir, il faut se préparer en conséquence, et puis voilà, les défis sont grands et il faut les relever. Voilà, donc il faut ce jeune-là qui est prêt et qui sait qu'il y a beaucoup d'attentes et qu'il faut répondre face à ces attentes-là. D'accord. Alors c'est un livre qui vous a pris combien de temps et comment vous est venu le déclic? Écoutez, j'ai plus de 25 ans, j'ai bientôt 28 ans, Inch'Allah. Donc c'est juste une sorte de résumé de 25 ans. Et vous savez, dans cette vie-là, mis à part les études qu'on peut mener quelque part, il y a la lecture, il y a ce qu'on appelle les influences positives, etc., etc. Et si on regroupe tout ça, on peut finir par sortir un livre, pourquoi pas. Voilà, parce qu'à un moment donné, on a envie de partager. Et puis, on sait que c'est compliqué, on ne sait plus à quel sens se vouer. Donc, finalement, on se retire et on fait ce qu'on appelle un recul d'analyse, à partir duquel on peut produire quelque chose et le partager. Aujourd'hui, les jeunes sont confrontés à d'énormes difficultés, le sous-emploi, entre autres. Alors aujourd'hui, dans ce livre, est-ce que quand même vous avez seulement brossé la problématique ou quand même vous avez dégagé des pistes aussi de solutions pour quand même redonner à ces jeunes quand même un espoir pour un lendemain meilleur? Effectivement, et je dégageais des pistes. Le premier point, c'est que c'est ce travail personnel-là qu'il faut. Enfin, ce n'est pas très important peut-être de faire des études supérieures ou bien des études poussées si, par exemple, à la base, on n'est pas prêt. Voilà. Et mis à part les études, il y a ce qu'on appelle ce recul-là. Ce recul, c'est très important, ce recul. Et ça doit se baser sur le contexte dans lequel on vit, dans un environnement dans lequel on vit. Et ça doit se baser aussi de ce qu'on appelle la relationnalité. Les relations qu'on entretient avec les membres de sa famille, avec les membres de son quartier, de son lieu de vie, etc., etc. Et à un moment donné aussi, il y a ce qu'on appelle le Finding Your Purpose de John Maxwell. C'est-à-dire que dans cette vie-là, vous devez comprendre pourquoi vous êtes là. Voilà. Dès lors que vous comprenez pourquoi vous êtes là, tout change. Parce que vous savez déjà votre mission et vous allez vous y mettre. D'accord. Autrement dit, chaque personne a une mission à jouer sur Terre. Mais en fait. tout à fait. Sinon, il n'y a pas de sens. Sinon, ce monde n'aurait pas de sens. Voilà. En tout cas, c'est ma conviction à moi. Et quand est-ce que ça commence à être important? C'est quand on commence à réaliser effectivement que sa mission est telle. Voilà. Et là, les choses s'éclaircissent et puis voilà, les chemins sont balisés et on peut avancer sans problème. D'accord. Alors, vous avez tantôt souligné les relations avec ce qu'on entretient avec la famille, avec son entourage, avec son quartier. Alors, aujourd'hui, les jeunes ont perdu, je veux dire, tout espoir. Ils n'ont plus confiance à ce système-là. Alors, aujourd'hui, comment
redonner à ces jeunes cette envie quand même de vouloir rester au pays et de vouloir participer au développement de son pays? C'est très compliqué, c'est une question très importante. Vous savez, bon, on remet tout le temps la chose au système, c'est-à-dire que le système est à revoir. Après les indépendances, le système n'a pas été complètement démantelé. Voilà, on continue le même système et c'est le même processus qui continue. Donc c'est là où le bas blesse. Maintenant, ce qu'il faut... Je n'aime pas quand on dit on n'a plus d'espoir, je n'aime pas ça du tout. Et moi, je pense qu'on n'a pas encore dépassé les 5 ans ou les 10 ans ou les 15 ans pendant lesquels c'est un dur labeur qu'il faut faire. Ce sont des sacrifices qu'il faut faire. Ce sont vraiment des engagements, mais drastiques qu'il faut prendre, voilà, face à certaines situations. C'est à partir de ce moment-là qu'on pourra maintenant espérer à des lendemains meilleurs. Et il faut que des générations se sacrifient pour que cela se produise. Maintenant, on n'est pas prêt à faire ce sacrifice-là. Alors, vous avez procédé à la cérémonie de dédicace il n'y a pas longtemps de ce livre. Alors, est-ce que le retour ou les retours ont été positifs? Je dirais, moi je suis positif, donc je dirais que les retours pour le moment sont positifs. Parce que, vous savez, un écrivain se réjouit toujours quand, par exemple, il a ce message-là ou ce bout de papier qui lui revient et dans lequel il va lire, oui, moi je ne lisais même pas. Donc c'est avec votre livre que j'ai pu commencer à lire et je m'y suis intéressé et vraiment ça m'a fait beaucoup de bonheur et j'ai beaucoup appris là-dessus. Donc là, on sent que voilà, le travail n'est pas nul et puis ça peut continuer comme ça, voilà. Maintenant, il y en a d'autres qui lisaient et puis qui vont voir effectivement que vous avez fait un travail, je dirais, pas exceptionnel, mais quand même vous avez fait des efforts, mais aussi et qui peut-être d'une part ou d'une autre ont une expérience, un peu plus d'expérience que vous et qui vont peut-être maintenant mettre sur la table un débat intéressant à partir duquel vous allez vous ressaisir, vous allez rebondir. Voilà, c'est là où c'est important aussi. Alors vous êtes jeune, vous parlez à la jeunesse, vous avez moins de 30 ans. Est-ce que vous avez le sentiment que les jeunes ou la jeunesse aiment la lecture? Ou quand même ça reste? C'est un combat quand même à... Oui, c'est un combat qu'il faut mener. Ça reste beaucoup de choses. En fait, ce sont les tentations qui nous fatiguent. Quand on nous dit que le niveau est bas maintenant, quand nos parents nous disent que oui, maintenant, le niveau de français n'est plus là, même dans les études, vous ne faites plus de bons résultats ou quelque chose comme ça, on peut le comprendre en fait. On peut le comprendre parce qu'il y a les réseaux sociaux, il y a l'Internet, il y a aussi les vaines fréquentations, il y a beaucoup de tentations. Et je pense que c'est là où le travail personnel est important. Il faut prendre le recul et se dire non, là c'est la mêlée, moi je dois... on disait souvent que le philosophe est agent devant l'état d'ébriété collective. Alors si tout le monde est ivre, il faut essayer de se retirer et de regarder les choses, comment elles se passent. Et c'est à partir de ce moment-là que des questions importantes vont se poser et des réponses pourront être données à ces questions-là. Alors les jeunes ont tendance, quand tout part en vrille, à accuser le système, c'est le système qui n'a pas fait son travail, ce sont les dirigeants qui n'ont pas fait leur boulot. Alors en retour, qu'est-ce que les jeunes doivent proposer pour... on a quand même parlé un peu de l'entrepreneuriat, les jeunes qui doivent se tourner vers l'entrepreneuriat pour quand même se prendre en main. Est-ce que vous êtes de cet avis? Oui, bien sûr, je souscris à cet avis-là. Vous savez, c'est important maintenant. On dit souvent qu'on aime la facilité. Je suis totalement d'accord. Je commence par moi-même. On aime la facilité et on attend tout des personnes qui nous entourent, que ce soit des personnes qui sont dans le système ou ailleurs. Voilà. Et je pense qu'il faut arrêter ça. Parfois, c'est vraiment difficile, mais il faut faire quelque chose. Genre, écrire des livres, par exemple, c'est un exemple de participation, de proposition. Et il y en a d'autres exemples aussi. Il ne faut pas que la grande majorité nous fasse croire qu'effectivement, il n'y a pas des jeunes qui s'exercent, il n'y a pas des jeunes qui proposent quelque chose. Il y en a effectivement qui font des travaux exceptionnels, qu'il faut valoriser. Maintenant, là où ça pose problème également, c'est qu'il n'y a pas cet accompagnement-là. Quand les gens s'engagent, quand ils essaient de proposer quelque chose, il n'y a pas cet accompagnement à la base. Donc c'est ça qui fait que les choses sont tellement difficiles. Mais n'empêche, il faut continuer d'essayer. Et ça peut changer. Les règles du jeu peuvent toujours être changées. En 1990,
Alors, pour l'anecdote d'hier, il y a un collègue qui est entré dans le bureau et qui dit « Waouh, à 90, il produit des livres quand même. » Ça veut dire que les jeunes sont habitués à cette facilité de ne rien faire. Quand même, 90, et vous avez à votre actif des livres. Est-ce que cela veut dire qu'il n'y a pas d'âge pour produire, il n'y a pas d'âge pour participer à la construction du pays? Il n'y a pas vraiment d'âge. Mais à 15 ans, à 12 ans, on écrit déjà. Voilà, on écrit déjà. Il y en a qui publient avant même d'avoir 20 ans. Voilà, donc ce n'est pas extraordinaire, quoi, de sortir un livre à 27 ans. C'est pas extraordinaire. En tout cas, c'est ça ma conviction moi-même. Voilà. Je devais même publier beaucoup de livres même avant d'en arriver ici. Voilà. J'ai perdu énormément de temps, voilà, s'il faut le dire. D'accord. Alors maintenant que vous avez le livre entre les mains, quel est le sentiment qui vous anime? C'est vrai que bon, le plaisir est que je rêvais tout le temps d'avoir entre mes mains un livre et qui a le titre, dont le titre porte mon nom. Voilà. Et puis c'est un rêve qui est réalisé, ce que les anglophones appellent a dream come true. Et donc à partir de ce moment-là, c'est fini, hein, on a dépassé ça et puis on se lance sur d'autres aventures. D'accord. Voilà. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, via notre antenne, qui est Mamadou Barrow? Pour faire simple, Mamadou Barrow est un Diourbellois. Moi, je suis né à Diourbel, j'y ai grandi. J'ai fait mes études de classe inférieure à Diourbel. J'ai eu mon bac à Diourbel. Et voilà, donc c'est ça. J'ai fait mes études supérieures. J'ai commencé mes études supérieures à la fac. Je faisais physique-chimie. Et ça n'a pas du tout marché comme je l'aurais voulu. Donc j'ai bifurqué, j'ai changé de domaine. J'ai fait la supply chain management. J'ai eu mon BTS et une licence en logistique. Et là, je suis en master in international business à l'IAM. Comment ça se passe à Diourbel, côté jeune, où quand même c'est la même problématique partout au Sénégal? Les jeunes sont confrontés à... Le seul problème, c'est le manque d'emploi. Non, mais je dirais même qu'à Diourbel, c'est pire, parce qu'il y a cette particularité-là à Diourbel. Ce n'est pas ce terreau fertile dans lequel on peut finir les études. On peut finir les études de classe inférieure et commencer les études supérieures. Il n'y a pas d'université à Diourbel, si ce n'est l'université de Bambey. Il y avait des écoles, il y a toujours quelques écoles de formation professionnelle. Apparemment, il y a une école qui n'y est plus. Voilà. Donc, ça devient de plus en plus compliqué. Donc, ce n'est pas un terrain dans lequel les gens s'y réveillent ou bien les jeunes s'y réveillent. À un moment donné, après le bac, voilà, c'est Dakar ou ailleurs. Et après les études supérieures, généralement, les gens ont des propositions, quelque chose comme ça. Ils prennent les propositions. Et c'est difficile de retourner à Diourbel, surtout quand on a commencé à vivre, à avoir ce certain train de vie, voyez-vous. C'est compliqué. Et à un moment donné aussi, il y en a des gens qui vont se dire non, mais ils ont tellement acquis ce niveau d'intellectuel, si vous voulez, qu'à un certain moment, ils vont se dire que non, mais là-bas, les mentalités sont tellement... ne sont pas du tout évoluées. Et donc, moi, je ne vois pas quel apport je vais avoir pour changer quoi que ce soit. C'est ce qui fait que c'est difficile. Et puis, les gens qui essaient de changer quoi que ce soit aussi ne sont pas, je dirais, accompagnés. Voilà. Parfois, vous publiez même un livre, mais écoutez, voilà, les gens restent indifférents. Ils restent indifférents. Et puis, donc, vous vous dites que, mais est-ce que ça vaut le coup même finalement? C'est ce qui fait que c'est difficile. Mais pour moi, il faut continuer le travail. Voilà, il faut changer les choses. D'accord. Voilà, changer les choses, mais pour une bonne relève, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Accompagner les jeunes via la formation, via... Qu'est-ce que les gouvernements doivent faire pour que cette jeunesse puisse quand même avoir une bonne relève? En fait, les gens sont en train de former, mais est-ce que les formations ou bien la formation, est-ce qu'elle est adéquate? Est-ce qu'elle répond à la demande du marché de l'emploi? C'est ça le problème en fait. Il y a de milliers et des milliers d'étudiants qui sortent comme ça et qui tout le temps font que le taux de chômage s'accroît. Et on continue ce même processus malheureusement. Voilà. Donc pour moi, ce n'est pas peut-être de donner d'autres formations. Pour moi, l'idée c'est de corriger ces formations-là et d'accompagner le secteur privé et de faire en sorte qu'il y aura un certain partenariat entre le gouvernement et le secteur privé pour voir effectivement comment est-ce qu'on va orienter ces formations-là pour que les étudiants puissent
avoir des compétences qui vont répondre. Avec de bons conseils, surtout Voilà. côté orientation. Voilà. Parce que quand même, il y a beaucoup d'étudiants qui sont à l'université, 2 ans, 3 ans quand même, qui ne savent Non, mais pas à ce l'université, qu'ils- c'est autre chose parce qui que ne c'est savent la pas ce formation qu'ils- académique, quoi. Ouais. C'est la formation académique. Tu vois, un étudiant qui finit son master et qui n'a jamais eu de stage. Mais c'est catastrophique. Voilà. C'est un étudiant qui est comme ça, qui est laissé à lui-même après et qui ne sait plus à quel sens se vouer. Et qui est là, finalement, qui se retrouve à être commerçant quelque part ou tout ce que vous voulez. Donc c'est vraiment des années qui sont perdues d'une manière ou d'une autre. Voilà. Vous vous êtes intéressé uniquement à ce qui se passe au Sénégal ou Mais ailleurs? Une jeunesse pour la relève, c'est une jeunesse pour la relève, qu'on soit en Afrique, qu'on soit... Les problèmes sont les mêmes en Afrique. Solo, les problèmes sont les mêmes. Et on nous a appris que maintenant, il ne faut plus penser Diourbel ou Sénégal ou quelque chose comme ça. Il faut penser Afrique. Voilà. Il faut cultiver je dirais, cet amour de l'Afrique, cet amour de l'Afrique mère, ce flair panafricain. Il faut cultiver ça dès maintenant. Maintenant, pour moi, comme je suis pour le moment au Sénégal, je me suis dit que je vais m'attaquer. Je ne vais pas parler des choses qui ont trait à l'Afrique parce que c'est un peu global pour moi. Je commence déjà à ce qui m'est de plus près. Et donc voilà, en tout cas c'est ça ma vision des choses. Voilà. Il faut commencer local. Des politiques ont été mis sur place pour accompagner les jeunes. Alors vous, en tant que jeune, comment est-ce que vous voyez un peu tout ce qui se passe au Sénégal avec les moyens mis en place par l'État pour quand même faire émerger un tout petit peu les jeunes, pour les accompagner, pour former ou même pour préparer de futurs champions nationaux? Vous savez, moi je suis positif. Je dirais donc qu'il y en a certainement des jeunes qui ont bénéficié de ces retombées-là. Mais je pense que c'est limité. Voilà, les propositions sont limitées. Parce que moi, personnellement, je ne connais pas un jeune qui a bénéficié d'un quelconque programme ou d'une quelconque aide. Je ne connais pas. Maintenant, je ne connais pas ne pas dire qu'il n'y en a pas. Il y en a effectivement. Il y en a qui s'en ont bénéficié. Il faut continuer ce processus parce que les gens en ont besoin. Voilà. La demande est toujours supérieure à l'offre. C'est ça. C'est ça la réalité. Alors, quel est le message que vous vouliez faire passer à travers ce livre de manière concrète? De manière concrète, je pense qu'il faut attaquer les choses à la racine, à la base. Il faut que, désormais, qu'on parte dans les écoles et qu'on parle aux jeunes qui sont dans les écoles primaires, qui sont au collège, qui sont au lycée. Qu'on leur fasse comprendre que les choses ne sont pas faciles, c'est difficile, et qu'on leur fasse comprendre qu'il faut être local, qu'il faut aimer sa localité, et qu'il faut surtout, même si peut-être après les études supérieures, on sort, on va ailleurs, il faut savoir retourner. Sinon, il faut savoir participer. Voilà. En général, quand on éduque les gens, quand on les instruit, on ne leur dit pas effectivement que oui, ça peut se faire ici. Et c'est ça le malheur en fait. Il faut qu'on retourne à la base et inculquer aux jeunes, on leur dit effectivement c'est possible ici, mais ce n'est pas facile. Dès lors qu'on grandit avec cet état d'esprit-là, je pense qu'on pourra répondre aux attentes. D'accord. Alors maintenant que le livre est sorti, comment se fait ou comment se passe la promotion? C'est très difficile parce que je dis souvent qu'au Sénégal, on ne promeut pas je dirais la réussite locale. Si j'étais par exemple un étudiant aux États-Unis ou au Canada ou en France, je sortirais le livre, ils vont se dire, une fois les vacances, ils vont m'inviter partout. En tout cas, c'est ma conviction. Ils vont se dire, oui, c'est un jeune étudiant, il est étudiant en France, au Canada ou aux États-Unis. Il faut qu'on le prenne, qu'on l'interviewe et qu'il nous dise effectivement sur quoi il a écrit, de quoi il a parlé. Voilà. Et donc, la réussite locale, en tout cas, il faut plus d'attention et de promotion pour la réussite locale, je le pense. Ça reste beaucoup à faire. Et ça n'encourage pas les gens. Voilà. C'est compliqué. Ouais. D'accord. Alors, vous êtes de Diourbel. Oui. Diourbel également est connu pour être la capitale du mouridisme. Oui, tout à fait. Alors, comment se passe un peu, disons, je veux dire, quel est l'impact du mouridisme dans la population locale? En fait, il faut comprendre que le mouridisme est un cas d'étude, c'est un cas d'école. Et c'est très important, il faut se penser sur la question.
Et ça fait couler beaucoup d'encre. Vous savez qu'au Sénégal, selon les statistiques, il y a 96,7% de musulmans. Il y a 33% de mourides au Sénégal. La communauté mouride représente 33%. Donc c'est le tiers de la population. C'est pour cela certainement que les politiques ont compris cela, ont eu connaissance de ces données-là, et donc c'est pour cela que certains manipulent cette communauté-là. Et c'est désolant. Il faut arrêter ça. Je pense que maintenant, ce qu'on veut, c'est cette unité-là. Voilà, c'est cette cohésion sociale. Et il faut que les autorités religieuses, qu'elles soient de la confrérie mouride ou tidjane ou tout ce que vous voulez, il faut qu'elles se regroupent, ces autorités-là, et essayer de parler aux disciples, aux talibés et aux Sénégalais en général, pour leur dire qu'effectivement, la voie, c'est la voie de Dieu. Les choses, enfin, on est là, on est des musulmans après tout. Voilà, moi je pense qu'on se targue de trop d'être mouride ou d'être tidjane ou quelque chose comme ça. Il y a beaucoup de différences en fait. Il faut qu'on s'unisse autour de l'essentiel. Nous sommes moins de 16 millions d'habitants en 2018 et ce n'est rien. Dans certaines capitales, le nombre d'habitants dépasse largement celui de notre pays. Donc vraiment, c'est un pays qui est facile à développer, si vous voulez. Donc, et on ne peut pas développer ce pays sans les confrères. C'est une réalité. Donc il faut vraiment faire très attention. Il faut qu'on réduise, si vous voulez, qu'on dompte les égos un peu et qu'on va dans cette dynamique d'union, d'unité des cœurs et des esprits pour pouvoir maintenant produire quelque chose de consistant, surtout pour aller de l'avant. Est-ce que c'est le point de vue que vous défendez dans le livre de Diourbel et des confréries? Dans ce livre, il faut comprendre que j'ai parlé de 3 thèmes. Alors, j'ai développé un thème sur la famille. Alors, la famille, la trame, c'est que, en général, de par expérience, j'ai compris que, en général, quand par exemple des parents ont des problèmes avec eux, les problèmes ont tendance à ruisseler, si vous voulez. Et donc, c'est un problème qui est passé à la génération suivante. Ce sont des cousins et des cousines qui ne se parlent plus. Et c'est vraiment une cohésion sociale qui est foulée aux pieds. D'accord. Donc, c'est ça la trame pour le thème sur la famille. Sur Diourbel, j'ai parlé de politique publique et j'ai fait quelques propositions. Maintenant, pour en venir aux confréries, pour moi, je disais tantôt qu'on ne peut pas faire ce pays-là sans les confréries. Voilà. Et donc, elles ont un apport. Elles ont un apport. Donc, il y a maintenant la relation entre un guide et un disciple. J'ai remis en cause une certaine relation entre un guide et un disciple. Je dis souvent que le disciple doit se poser des questions. Le disciple doit se poser des questions. Ce n'est pas n'importe quel guide qu'il faut se prendre. Voilà, qu'il faut se donner. Il y a des guides qui sont des imposteurs, et c'est la réalité ici au Sénégal. Et il y a des guides qui n'œuvrent pas pour la cohésion sociale. C'est ma conviction à moi. Vous savez certainement votre conviction, donc admettez que je puisse en avoir. Donc voilà, en tout cas, c'est ça que j'ai vu et que j'ai vu que c'est pas bon du tout. C'est pas bon dans un pays de moins de 16 millions d'habitants, dans un pays qui veut se développer. Voilà. Ce sont des pesanteurs qui nous tirent vers le bas. Voilà. Il faut qu'on s'attaque à ces problèmes-là et il ne faut pas de sujets tabous. Le guide aussi doit se poser des questions parce qu'il doit dire des choses, qu'il doit parler un langage de vérité. Il doit tenir un langage de vérité à l'endroit de ses disciples. Parce qu'il ne faut pas que les disciples se disent, idéalisent le guide, par exemple. Moi, je suis contre ça. Moi, je n'idéalise pas le guide. Voilà. Le guide est là pour me montrer la voie. Mais si je trouve des qualités qui ne sont pas bonnes pour être un guide, mais je ne trouve pas d'intérêt pour le choisir comme un guide. Le guide aussi doit tenir ce langage de vérité à l'endroit des jeunes. Parce que, en général, il y a une chose qu'il faut prendre en considération, et c'est très important. C'est que le guide qui est là, c'est différent du guide que les disciples ont créé. C'est un prototype, si vous voulez. Et le guide, en général, tombe dans l'erreur, si vous voulez, quand il ne sort pas et tient un langage de vérité à ces disciples-là, qui lui mettent, je dirais, sur une position qui ne doit pas être la sienne. En général, c'est ça qui me pose problème. Et en général, c'est la passion qui est devant, c'est l'ignorance. Alors, si on regroupe tout ça dans un pays sous-développé, comme le Sénégal, généralement,
on suit comme ça aveuglément, sans se poser des questions. Il faut qu'on accepte de poser des questions. Il faut qu'on accepte que les gens fassent des critiques, mais des critiques objectives. Ça ne sert à rien de faire des critiques pour, je dirais, pour semer le désordre. On veut une jeunesse qui est bien préparée, qui comprend les enjeux sociologiques, philosophiques et tout ce que vous voulez, les enjeux religieux si vous voulez aussi, qui s'ouvre, qui s'enracine d'abord pour reprendre Senghor, et qui s'ouvre et qui est prêt à apporter les réponses qu'il faut, tout en tenant compte de tous les facteurs qui surgissent lors au sortir d'une étude menée sur un tel ou tel domaine. D'accord. Et ce combat de conscientisation doit être mené par des jeunes comme vous? Mais oui, c'est pour cela qu'on a écrit d'ailleurs. Maintenant, il faut qu'on nous écoute, je dirais, il faut qu'on nous prête attention, mais cette attention-là qui n'est pas cette attention épidermique. Voilà, il ne faut pas réagir comme ça par l'épiderme. Il faut essayer de comprendre les choses en fait. Je crois que les gens qui me connaissent bien. Ils savent que je n'ai pas intérêt à attaquer qui que ce soit. Voilà, je n'ai pas intérêt à m'attaquer aussi à un système quel qu'elle puisse être. Donc, mon travail, c'est d'essayer de faire changer les choses. Je sais que moi-même, je ne peux rien changer. C'est pour cela que c'est un travail d'équipe. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme moi et qu'ensemble, qu'on pourra faire quelque chose. Est-ce que vous avez eu des appréhensions en écrivant ce livre? Si on sait que quand même c'est un sujet assez sensible. Oui. Vous savez, après, bon, quand vous écrivez, c'est vrai, vous allez soumettre à des professeurs, à des connaissances, d'accord? Donc, à partir de ce moment-là, même, il y a un débat sérieux qui est posé sur la table. Et qu'au sortir de ces débats-là, finalement, on grandit tout le temps. Voilà. Donc, vraiment, c'était impressionnant. Parce que les gens se disent souvent que c'est un terrain glissant. C'est un sujet qui est tabou, qui est couvert par le tabou, et qu'il faut attaquer. Non seulement il faut saisir les contours, mais aussi il faut savoir bien l'aborder. Voilà, pour ne pas faire des erreurs. En fait. D'accord. Est-ce que ça veut dire que les confréries ne doivent pas être utilisées, disons, comme objet, comme outil de manipulation de la société? Non, mais jamais, on ne doit pas utiliser. C'est pour cela que j'appelle les autorités religieuses à une plus de considération, à une plus de veille. Voilà. Parce que non, les confréries ne doivent aucunement être manipulées. Et on sait que la manipulation, c'est la compétence la plus accrue chez les politiques. Et il faut faire très attention. Voilà. Et ils ont ce niveau d'information-là que les gens comme moi n'ont pas. C'est pour cela que parfois, c'est compliqué, mais c'est une manipulation, mais c'est un truc de ouf. Parfois, vous regardez la télé et vous vous dites, mais est-ce que vraiment, lui, il est sérieux, quoi? C'est juste du n'importe quoi. Il faut qu'on change ce pays-là. Ouais. Alors, Diourbel comme Touba, c'est un statut assez particulier. Oui. Alors, comment est-ce que vous analysez un peu les relations des politiciens avec cette cité religieuse? Touba, je ne m'occupe pas de Touba pour le moment. Quand je parle de Diourbel, en général, je parle de la commune. C'est là où j'habite, en fait. Je ne suis pas loin de Keur Goumak, là où le vénéré Cheikh Ahmadou Bamba a fait 15 ans. Donc, c'est ce Diourbel-là qui m'intéresse, en fait. C'est Ndiarème qui m'intéresse. Et je sais pas, en tout cas, les choses doivent changer. Les choses doivent changer. Surtout que pendant ces périodes fertiles-là pour les politiques, et ils sont en train de s'activer comme pas possible. Donc, il faut que les autorités religieuses prennent en considération tout ça là. Et il faut qu'elles savent qu'elles ont sur les épaules une charge en sacerdoce, mais une charge incommensurable. Parce que quand vous avez en charge des personnes, vous ne savez même pas le nombre de personnes que vous avez en charge. Vous devez vous revoir. Voilà. C'est ça. Vous êtes jeune, vous êtes Diourbellois. Quelle est votre ambition pour Diourbel? Mon ambition pour Diourbel, bon, je suis passé à une radio. Alors, l'intervieweur m'a demandé si est-ce que j'étais en train de préparer mon terrain politique. J'espère que vous sous-entendez cette question-là. Je lui avais répondu que moi, j'ai une conviction. Je disais tantôt que vous avez des convictions, certainement. Et il faut admettre que je puisse en avoir aussi. À partir de la fac, je faisais partie de l'amicale des étudiants et des élèves étudiants ressortissants de Diourbel. Au sortir de la fac aussi, j'ai intégré quelques associations et quelques mouvements, pas politiques, mouvements citoyens.
Et je suis dans cette dynamique-là. Moi, je crois que je peux faire partie des gens qui changent les choses sans pour autant concourir à l'expression du suffrage universel des Sénégalais. Voilà. C'est ça ma conviction. Je n'ai pas encore les milliards pour changer quoi que ce soit, mais j'y travaille. Et j'ai des gens qui sont prêts aussi à travailler dans ce sens. Inch'Allah. Inch'Allah. Eh bien, merci beaucoup, Mamoudou Baro. On est presque au terme de cette émission. Mais la question routinière, souvent, vous avez 30 secondes face caméra pour faire votre discours, pour convaincre quand même des jeunes à venir acheter vos livres ou à quand même s'imprégner de tout ce qui a été écrit, tout ce qui a été dit dans ces livres. Alors, jeunesse sénégalaise, jeunesse diourbelloise, écoutez, je vous respecte beaucoup, donc je me suis pensé sur beaucoup de questions. Alors, j'ai fini par avoir ces deux livres-là que vous voyez, Une jeunesse pour la relève et De Diourbel et des confréries. Donc, je ne dis pas que les débats n'étaient pas lancés à un moment donné, mais le débat peut toujours être relancé. Voilà. Et puis, il y a des questions qui sont posées, il y a des réponses qui ont été données. Donc, je pense que si vous lisez les livres, vous allez voir effectivement qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et certainement aussi, vous allez avoir quelques informations que je n'ai pas. Et vous allez être beaucoup plus expérimenté d'une manière ou d'une autre que moi. Et donc, c'est pour cela que le travail que je suis en train de faire, c'est un travail d'équipe, c'est un travail d'ensemble. Donc, je vous invite à lire le livre et puis à lire les livres et puis qu'on en discute. Voilà. Et je pense qu'au sortir de ces discussions-là, il y aura quelque chose de concret qu'on pourra mettre sur la table. Je vous remercie. Voilà, auteur, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que nous recevions Mamoudou Baro qui nous parlait de ses livres Une jeunesse pour la relève, de Diourbel et des confréries. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous prochainement pour une autre aventure littéraire.